L'Assemblée va maintenant écouter une déclaration de son Excellence, Monsieur Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, c'est la 6e fois que je m'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies en tant que Premier ministre de la Grèce. Mais c'est la première fois que je me tiens devant vous en tant que leader d'un pays qui est un futur membre du Conseil de sécurité des Nations unies. La Grèce a l'honneur d'accepter cette responsabilité pour la 3e fois. Et je suis personnellement reconnaissant à l'ensemble des membres des Nations unies qui ont accordé leur confiance à notre candidature pour le mandat 2025-2026. 3 mots d'origine grecque, mais de signification universelle, sous-tendront le mandat de la Grèce au Conseil de sécurité. Dialogue, diplomatie et démocratie, 6 priorités fondamentales sous-tendent ces principes directeurs. Le règlement pacifique des différends, le respect du droit international et des règles et principes de la Charte de l'ONU, femmes, paix et sécurité, climat, paix et sécurité, enfants en situation de conflit armé et, bien sûr, en tant que nation présente dans la mer, la sécurité maritime. Mesdames et messieurs, le fait de m'adresser à vous aujourd'hui, 12 mois après septembre 2023, je pense que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes en meilleure posture qu'à l'époque. Notre monde est d'ailleurs sans doute moins sûr chaque jour. Qu'il s'agisse de conflits qui s'aggravent, de divisions géopolitiques, de la crise climatique, des migrations de masse, des inégalités qui s'aggravent, et même de la diffusion incontrôlée de l'intelligence artificielle, nous pouvons dire que ces défis mettent en péril notre présent et notre avenir. Et pourtant, ces menaces sont assorties d'occasions à saisir uniques, qui peuvent transformer notre manière de vivre, de gouverner et de coopérer au niveau mondial. Et nous sommes en effet à un tournant. Ce qui se produira ensuite dépendra très largement de la coopération internationale. C'est ici, dans cette salle, où nous représentons la voix collective de la communauté internationale, que nous sommes appelés à agir pour le bien de toute l'humanité. Pour y parvenir, comme il se doit, nous devons relancer et renforcer le système multilatéral. La plupart d'entre nous ont accepté de réformer l'ONU, ont compris que c'était nécessaire. Et cela s'applique particulièrement au Conseil de sécurité. Depuis sa première session en 1946, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas connu de réforme institutionnelle significative. À cet égard, il s'agit d'une relique, celle d'un monde qui n'existe plus. À l'époque, c'était une instance adaptée pour répondre aux défis et occasions à saisir du monde d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais le monde d'aujourd'hui est différent et le Conseil n'est plus à même de répondre aux problèmes complexes d'aujourd'hui. En ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité, je pense que nous serons tous d'accord quant au fait qu'il est essentiel d'accroître la participation significative des régions sous-représentées. Près d'un tiers des membres de l'ONU n'ont jamais occupé de place au Conseil de sécurité. De plus, l'augmentation du nombre de membres du Conseil de sécurité doit inclure aussi bien des membres non permanents que des membres permanents. Les nouveaux membres permanents doivent inclure des pays majeurs de tous les continents. La composition du Conseil de sécurité devrait refléter les réalités géopolitiques et économiques de la 3e décennie du XXIe siècle, et non pas de la 5e décennie du XXe. Mesdames et messieurs, au Conseil de sécurité, la Grèce fera tout ce qui est en son pouvoir pour être un acteur en faveur de la stabilisation. Ce travail commence dans notre voisinage immédiat. Après tout, nous sommes un portail vers l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. La Grèce est à 900 000, aussi bien de Gaza que de l'Ukraine. Il y a un an, nous ne savions pas que le 7 octobre, une attaque terroriste abominable entraînerait le massacre de 1200 civils innocents, hommes, femmes et enfants, que 250 personnes seraient prises en otage, et que la guerre qui s'ensuivrait emporterait les vies de plus de 42 000 personnes. Les violences en cours au Moyen-Orient
sont graves. Et les souffrances abominables des civils à Gaza se poursuivent. L'escalade de la situation risque de déclencher une guerre d'ampleur dans la région. La Grèce appelle toutes les parties, y compris l'Iran, et ceux qui ont une influence à cet égard, à cesser de perpétuer ce cycle destructeur de violence, à alléger les tensions et à travailler de manière constructive pour parvenir à une désescalade significative. Une guerre d'ampleur dans le sud du Liban doit être évitée à tout prix. Les populations des deux côtés de la frontière ont le droit de vivre dans la paix, sans la menace des missiles ou des bombes qui viendraient briser leur vie. La Grèce soutient pleinement la proposition d'un cessez-le-feu immédiat de 21 jours. Au lendemain des attaques du 7 octobre, la Grèce a et soutiendra toujours le droit légitime d'Israël à se défendre. Mais la manière de le faire compte. Il faut un retour immédiat de tous les otages restants. Il faut un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La catastrophe humanitaire ne peut pas se poursuivre. Le massacre doit cesser. Un accès sûr à l'alimentation, l'eau, aux abris, aux vêtements, aux médicaments, dans tous les territoires doit être garanti. Le DIH doit être respecté. Aussi lointain que cela puisse nous sembler, aussi impossible que cela puisse sembler aujourd'hui, les Israéliens et les Palestiniens doivent avoir la possibilité de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Il n'y a pas d'autre solution que la solution des deux États. Elle doit devenir réalité. Il existe un besoin absolu d'offrir de l'espoir aux Palestiniens, un espoir pour l'avenir. Il s'agit d'une condition sine qua non pour la paix, la stabilité et la sécurité de la région, y compris la sécurité sur le long terme d'Israël. Bâtir un État palestinien pleinement fonctionnel et souverain nécessitera des efforts concertés de la part de toutes les parties impliquées, des acteurs de l'ensemble de la région et de la communauté internationale dans son ensemble. Mais il n'y a pas d'autre choix pour faire régner une paix pérenne dans cette région turbulente. Mesdames et messieurs, il y a un an, nous vivions déjà la deuxième année de la guerre illégale lancée par la Russie contre l'Ukraine. Depuis février 2022, la Russie a ramené la violence, la misère et la destruction sur le continent européen. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Des millions ont été déplacés, quittant leur foyer. Les effets pour les infrastructures civiles, pour les vies et les moyens de subsistance des populations est colossal. Nous sommes solidaires du peuple ukrainien, qui se bat pour sa liberté et son indépendance, et pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de son pays. Le respect de l'intégrité territoriale de tous les États est le pilier fondamental du droit international. C'est la pierre angulaire de la charte de l'ONU. En juin, lors de la conférence sur la paix en Ukraine, la Grèce s'est tenue épaule contre épaule avec beaucoup d'autres États membres de l'ONU, appelant à une paix juste et pérenne en Ukraine, dans le respect intégral pour l'Ukraine de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale dans le cadre des frontières internationalement reconnues. Depuis les premières heures de l'agression russe, l'Union européenne et ses États membres se sont montrés à la hauteur, apportant toute l'aide possible aux Ukrainiens. Et nous nous engageons à continuer à le faire. Pourquoi ? La réponse est simple. La guerre en Ukraine n'est pas simplement un autre conflit européen, régional ou local. C'est un défi brutal, imposé à la stabilité internationale, à l'ordre basé sur les règles internationales que défend l'ONU. Et c'est donc une préoccupation pour toute la communauté mondiale. Il est inutile de rappeler les effets bien concrets de cette guerre pour la sécurité alimentaire au niveau mondial. Elle a des effets pour les économies et pour les besoins les plus fondamentaux des populations du monde entier, en particulier en Afrique. Mesdames et messieurs, la Grèce a été placée par la géographie dans un voisinage complexe. Et j'ai déjà évoqué de manière répétée à ce pupitre les relations difficiles et parfois tendues avec notre voisin, la Turquie. Au cours de l'année écoulée, j'ai rencontré le président Erdogan à 6 reprises, y compris notre réunion toute récente en marge de l'Assemblée il y a quelques jours. En décembre dernier, nous avons signé la déclaration d'Athènes, un document qui affirme notre intention de résoudre nos différends suivant les principes du droit international et dans un esprit de bon voisinage. Nous continuerons à chercher des manières d'améliorer les relations bilatérales avec la Turquie. Il existe là un potentiel de coopération accru pour relever ensemble des défis communs, comme les changements climatiques et les migrations. Nous continuerons à garder ouverts des canaux de communication pour alléger toute tension qui pourrait se manifester. La Grèce se tient prête à travailler
pour résoudre la question en suspens majeure qui existe dans notre voisinage, à savoir la délimitation du plateau continental dans la zone économique exclusive de mer Égée et en Méditerranée orientale. Nous n'avons pas pu répondre efficacement à ce différend depuis plus de 40 ans. Mais cela ne signifie pas que c'est une question qui est vouée à rester en suspens. J'ai été très heureux d'entendre le président Erdogan dire que la délimitation des zones maritimes, conformément au droit international, relevait de l'intérêt commun de toute la région de la Méditerranée orientale. Et je suis profondément convaincu que nous avons aujourd'hui une occasion à saisir. Et nous devrions faire preuve d'audace et de sagesse pour en profiter. Mais si nous devons essayer de le faire, nous devons, tous deux, adopter une approche cohérente pour tous les aspects de notre comportement, les uns vis-à-vis des autres. D'autre part, en ce qui concerne Chypre, cette année, nous avons commémoré le 5e anniversaire de l'invasion illégale par la Turquie et l'occupation qui s'en est suivie de plus d'un tiers du territoire de la République de Chypre. Nous ne voyons pas de progrès dans la position de la Turquie. Cette invasion était et reste une violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. En tant que Premier ministre de la Grèce, je réaffirme ici, aujourd'hui, notre engagement à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de Chypre, et notre attachement à une solution fondée sur une fédération bizonale et bicommunautaire, avec une seule souveraineté, une seule citoyenneté et une seule personnalité internationale, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Une solution des deux États ne peut pas et ne saura pas être acceptable. Ce n'est pas une solution. Le président Christodoulides a prononcé hier, ici, depuis cette tribune, une allocution passionnée et sincère, rappelant les violences et les traumatismes liés à l'invasion de Chypre il y a 50 ans. Il a également évoqué son engagement inlassable à trouver une solution. Et en ce qui me concerne, j'ai absolument confiance dans cet engagement. Il a bien raison d'affirmer que le droit international ne peut pas s'appliquer à la carte, que l'histoire ne peut pas être réécrite ou effacée. La Grèce soutient les efforts du secrétaire général pour permettre une reprise des négociations dans ce cadre. Nous appelons la Turquie et la communauté chypriote turque à rejoindre la table des négociations, pour au moins établir une confiance mutuelle et pour entreprendre une discussion franche et honnête en vue d'un règlement mutuellement acceptable, juste et viable. Imaginez donc à quel point le message ainsi adressé à la communauté mondiale serait fort. Pour tous ceux qui recherchent la paix, dans des conflits qui perdurent dans le monde entier. Si nous pouvions trouver une solution permanente, viable et juste à la question chypriote. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de mentionner l'autre côté de notre voisinage et son avenir, à savoir les Balkans occidentaux. En tant que membre de l'Union européenne le plus ancien de la région, la Grèce a toujours une vision pour les Balkans occidentaux à l'intérieur de la famille de l'Union européenne. Une vision qui permettrait de réduire les tensions et les conflits, qui permettrait d'ancrer l'état de droit et les libertés fondamentales, soutenant le développement et la prospérité pour la population. Il y a eu des progrès, mais ces progrès ont été insuffisants. 21 ans après le programme de Thessalonique, il reste des défis majeurs. Permettez-moi d'être très franc, les pays des Balkans occidentaux doivent prendre la décision résolue de laisser derrière eux l'héritage traumatisant du passé. Et le leadership politique des Balkans occidentaux doit choisir, par l'action, cet avenir européen, en améliorant la gouvernance démocratique, en consolidant la primauté du droit, la liberté d'expression, en mettant en œuvre des réformes intérieures et surtout en s'attachant à mettre en place des relations de bon voisinage. Relancer des discours nationalistes et des programmes nationalistes ne devrait absolument pas avoir de place dans la région aujourd'hui. Région qui est sur le point de rejoindre l'Union européenne. Commençons par les fondamentaux. Les accords internationaux doivent être respectés et mis en œuvre pleinement et avec bonne foi. Que nous parlions des accords de Dayton, de Prespa ou de Belgrade-Pristina. Il y a des éléments perturbateurs qui voudraient plus que jamais de causer de nouvelles divisions dans cette région sensible de l'Europe. Il est temps de reléguer aux oubliettes de l'histoire la fameuse phrase de Winston Churchill, à savoir « Les Balkans produisent plus d'histoire qu'ils ne peuvent en consommer ». Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en me penchant sur deux questions cruciales pour notre avenir commun. L'avènement de l'intelligence artificielle et les effets adverses des technologies numériques, notamment pour nos enfants. La puissance de l'intelligence artificielle ne semble pas connaître de limites. Une technologie
comme celle-ci a le potentiel de changer notre monde, d'une manière qui dépasserait probablement l'apparition de l'ordinateur portable, le lancement du téléphone mobile ou la naissance de l'Internet. Comme la vapeur ou l'électricité, l'intelligence artificielle, en tant que technologie générale, constitue une occasion à saisir immense pour transformer, pour le bien, les manières dont nous vivons, dont nous collaborons et dont nous progressons en tant qu'humanité. Si on l'utilise bien, elle pourrait amener des solutions dans le domaine des sciences, des changements climatiques, de la recherche et développement, de la médecine. Pour nos gouvernements, l'intelligence artificielle recèle une force majeure pour améliorer la productivité, pour prendre de meilleures décisions, pour aboutir à des services publics plus efficaces, avec davantage d'effets. Elle peut changer la donne. Néanmoins, l'intelligence artificielle peut également causer des dégâts majeurs. Sans contrôle, entre les mains des mauvais acteurs, l'intelligence artificielle peut devenir une arme pour contrôler un ordre mondial incertain. Nous voyons déjà la manière dont l'intelligence artificielle générative est utilisée pour créer des deepfakes de plus en plus convaincants et des contenus visant à semer la mésinformation et la désinformation. Je suis bien conscient, moi qui suis présent ici en cette assemblée, que notre monde est défini par des acteurs transnationaux qui prennent parfois la forme de quelques entreprises technologiques peu nombreuses qui disposent de leviers économiques majeurs, bien plus importants que beaucoup de pays présents ici. Cela entraîne des déséquilibres que nous devons traiter. Ces technologies que j'évoquais peuvent remodeler nos sociétés. Et il n'y a pas de système de contrôle et cela doit changer. Nous avons cette responsabilité vis-à-vis de l'humanité. À la différence du changement climatique, pour lequel nous continuons à nous réunir pour parler de contribution nationale dans le contexte de ce problème mondial, l'intelligence artificielle ne dispose pas de tel cadre. L'Union européenne essaye de rectifier cela. Et comme pour le climat, nous ne pouvons pas relever ce défi seuls. Ici, je voudrais me féliciter du rapport final intitulé « Gouverner l'intelligence artificielle au bénéfice de l'humanité », présenté il y a quelques jours par l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle établi par le secrétaire général. Les recommandations de ce rapport peuvent contribuer, comme il se doit, à un régime souple et adaptable de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle qui permettrait de mettre en avant ses bénéfices et de limiter ses risques. Avec audace, on pourrait dire que si le pacte de l'avenir et le pacte numérique mondial convenu cette semaine doivent être efficaces, il faut appliquer une réglementation de l'intelligence artificielle. Il faudra peut-être une COP pour l'intelligence artificielle qui réunirait les pays, également les entreprises technologiques. C'est une question urgente pour une raison supplémentaire. Nous voyons déjà les effets adverses des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, ainsi que de leurs algorithmes pour la santé mentale de nos enfants. Il a fallu un quart de siècle pour que nous installions des ceintures de sécurité dans nos voitures, malgré les preuves qui montraient qu'elles étaient nécessaires. Nous sommes dans une situation analogue aujourd'hui, lorsque l'on en vient à nos enfants et à nos adolescents et leur utilisation du numérique et des réseaux sociaux. Chaque jour, des enfants du monde entier sont exposés à des contenus qui aggravent leur sentiment de solitude, avec des normes de beauté absolument irréalistes. Nos adolescents sont entraînés vers des milieux extrémistes. Le harcèlement, qui se limitait au monde réel, a maintenant son jumeau virtuel. Ce harcèlement suit maintenant les enfants de l'école jusqu'à leur foyer et se matérialise sur leurs tablettes et téléphones, dans leur chambre à coucher. Les algorithmes des réseaux sociaux sont constamment améliorés par l'intelligence artificielle pour faire en sorte que les enfants restent en ligne aussi longtemps que possible, pour les maintenir loin du monde réel, pour qu'ils ne soient pas contrôlés et pour faire de l'argent. De nombreuses études ont montré qu'une utilisation trop importante des réseaux sociaux entraînait dépression, sentiment d'isolement, privation de sommeil et addiction. Les cerveaux de nos enfants sont remodelés, sont câblés différemment, et leur développement est altéré, avec une ampleur inimaginable. Et pourtant, nous ne faisons rien. C'est pourquoi je me félicite d'initiatives comme celle annoncée par l'Australie, pour fixer un âge limite pour l'utilisation des réseaux sociaux, avec des technologies de vérification de l'âge qui ne peuvent pas être contournées. Les autres devraient en faire de même. Les entreprises technologiques doivent se réunir, doivent venir nous parler, elles doivent montrer qu'elles prennent des mesures tangibles et mesurables pour donner la priorité à la sécurité. Sans cela, des solutions pragmatiques comme l'interdiction de ces dispositifs dans nos écoles, la Grèce l'appliquait cette année, seront assorties de ripostes réglementaires plus dures. Les technologies numériques ne sont en rien différentes de n'importe quelle autre industrie qui doit se plier à des réglementations sanitaires et sécuritaires. Le principe général, la règle d'or, est le même. Ne pas nuire. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde qui change rapidement. Nous ne pouvons pas laisser nos différences
servir d'excuse pour l'inaction. La Grèce s'apprête à occuper un siège au Conseil de sécurité. Et nous le faisons conscients de l'importance des principes fondamentaux suivants: dialogue, diplomatie et démocratie. Le sommet de l'avenir de cette semaine montre qu'il est ce qui est possible véritablement lorsque nous travaillons ensemble pour renouveler la coopération multilatérale grâce à ces principes. Nous réaffirmons l'engagement de tous les États membres à défendre les valeurs centrales de la Charte de l'ONU, des Nations Unies. Nous pouvons faire preuve de résolution au niveau international et mettre en place des partenariats innovants pour relever les défis actuels et à venir de notre monde. La Grèce se tient prête à aider les Nations Unies et à jouer son rôle au cours de l'année qui nous attend. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre de la République hellénique.